Bonsoir, donc je vais effectivement essayer de vous parler de l'empathie. Alors comme je disais à Jérôme, ce n'est pas mon travail. Je vais vous présenter les travaux de collègues qui travaillent sur l'empathie. Et moi, je travaille plutôt sur la communication non verbale, ou comment on arrive à comprendre les actions et les émotions d'autrui au travers de leurs gestes et de leur posture corporelle. Mais à un moment donné, je me suis intéressée à ce sujet et j'ai eu envie de le partager avec vous. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de définir ce que j'entends par empathie. En fait, il y a beaucoup de définitions qu'on peut trouver dans la littérature. Donc je me suis arrêtée à une définition, qui est une définition qui a été surtout proposée par Jean de Séti, qui a été mon directeur de thèse. Donc je suis légèrement influencée et biaisée ici dans le choix de cette définition. Et l'empathie ici, je l'entends comme la capacité de ressentir une émotion qui est appropriée en réponse à celle qui est exprimée par autrui, avec deux choses qui sont nécessaires. C'est qu'en plus de ce ressenti de l'émotion de l'autre, il faut être capable de dissocier soi de l'autre, c'est-à-dire de faire une différence entre soi et l'autre, et aussi de réguler ses propres réponses émotionnelles. Donc en fait, c'est une forme de compréhension des émotions de l'autre et donc une source de connaissance de l'état psychologique de l'autre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dissocier l'empathie d'autre chose, c'est-à-dire d'une première chose qui est la contagion émotionnelle, parce que dans la littérature, très souvent, il y a une confusion entre ces deux concepts, entre empathie et contagion émotionnelle. Et la contagion émotionnelle, en fait, c'est quand on va partager une émotion, mais sans du tout faire une distinction entre soi et autrui. Et donc, ça va se transmettre très rapidement. Le meilleur exemple, c'est par exemple ici un fou rire, où il n'y a plus de dissociation entre soi et autrui. Il y a un autre exemple que j'aime bien parce que je trouve qu'il dissocie bien, c'est si, par exemple, on est l'observateur d'un accident, on voit souvent dans la rue deux comportements très différents. Il va y avoir des gens qui vont se mettre à hurler et en fait, ils vont être contagiés par l'émotion de l'autre. Ils vont être incapables de réguler, de faire cette distinction soi et autrui. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être plus posées, capables de réguler. Eux, ils éprouvent de l'empathie et ils vont agir et, par exemple, téléphoner aux pompiers en disant « j'ai besoin de l'aide ». Et donc, la première personne qui est simplement va émettre de la détresse émotionnelle, elle est simplement contagiée et n'a plus cette distinction entre soi et autrui et cette régulation émotionnelle. Et puis, il y a une troisième chose qu'on trouve souvent dans la littérature qui est la sympathie. Et ici, j'entends la réaction ou la motivation émotionnelle qui conduit à un comportement prosocial. Alors, il y a une définition que j'aime bien qui est donnée par Wispe qui dit en fait, l'objet de l'empathie, c'est la compréhension de l'autre, d'accord ? Alors que la sympathie, c'est le bien-être. C'est un peu l'étape d'après. On va être empathique avec quelqu'un et ça va conduire à un comportement chez moi d'aller aider l'autre, d'accord ? Donc, c'est deux comportements qui sont différents. Et je vais surtout vous parler d'empathie et un petit peu de sympathie à la fin. Alors, comment peut-on évaluer l'empathie dans un laboratoire en sciences et est-ce qu'on peut trouver des comportements d'empathie chez les non-humains ? Bonjour Touvé. Alors, il se trouve que pour étudier l'empathie, très souvent, on a utilisé la douleur pour la raison suivante, c'est que d'abord, la douleur, elle a une fonction qui est protectrice en avertissant la personne qui la ressent d'un danger qui est potentiel, d'accord, réel ou pas d'ailleurs pour elle, mais surtout son expression, l'expression de la douleur, va attirer l'attention des autres et du coup provoquer chez l'autre probablement des comportements prosociaux d'aide. Et donc, si on utilise ça, c'est une bonne façon d'étudier l'empathie. Alors, on a utilisé ça chez le rat. Donc, il y a une première étude assez vieille de Russell Church en 1959 qui a montré la chose suivante. C'est la première chose, c'est si on met un rat dans une cage et qu'on lui apprend à appuyer sur un levier à chaque fois qu'il a faim, c'est quelque chose qu'il peut apprendre très facilement. Donc, chaque fois qu'il a faim, il appuie. Donc, on le met dans cette situation régulièrement. Et puis, tout d'un coup, on va changer la situation, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, à chaque fois qu'il va appuyer sur le levier, ça va provoquer un choc électrique sur une cage qui est juste en face de lui. Donc, il peut voir un congénère dans la cage en face. Et dans la cage en face, ça va provoquer un choc électrique. Et du coup, ce rat, il va ressentir de la douleur et il va l'exprimer. Et ce qui se passe, c'est que dès que le premier rat voit le second exprimer de la douleur, il va changer son comportement et il va arrêter d'appuyer sur le levier. D'accord ? Donc, même chez un animal aussi simple, entre guillemets, que le rat, on va avoir des comportements prosociaux, ou en tout cas un arrêt d'un comportement face à la douleur d'un congénère.
Il y a une étude beaucoup plus récente qui a été réalisée par Jean de Séty. Cette fois-ci, ce n'est pas la douleur. Alors, il faut que je fasse un truc. Hop. Non. Ça, là. Ce n'est pas de la douleur, mais on a contraint un rat dans un petit tuyau en plastique, d'accord? Donc il est vraiment en détresse, il n'est pas bien. Et puis dans cette cage où il y a un premier rat qui est enfermé dans une petite boîte en plastique, on va en mettre un deuxième. Et je vais vous montrer ce qui se passe. En fait, ce que Jean de Séty et son équipe ont remarqué, c'est qu'au début, le premier rat que vous allez voir, on met un rat dans la cage. C'est un petit peu long, mais ça va arriver. Je peux le mettre en grand. Voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un rat qui est bloqué. On n'entend pas les cris, mais en fait, il est quand même en détresse puisqu'il ne peut pas bouger. Et il y a un deuxième qui va, en fait, chercher à ouvrir la cage du premier. Alors, ça met un certain temps, hein, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 5 jours, le rat va comprendre comment ouvrir la cage de l'autre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois qu'il a compris comment faire, à chaque fois qu'on va le mettre dans la cage, il va aller directement ouvrir la cage de son cogénère, même si après, on va l'empêcher, par exemple, d'avoir contact avec lui, et même si on lui propose du chocolat à côté. C'est-à-dire qu'il préfère aller délivrer son copain plutôt que de manger du chocolat. D'accord? Donc, il préfère partager le chocolat plutôt que de le garder pour lui. Donc ça, c'est chez des rats, et en 5 jours, ils comprennent, et après, ils sont très contents, ils vont même jouer dedans. Voilà. Alors, j'essaye de revenir. Ah, mais je ne peux pas faire ça. Bon, ça s'est arrêté tout seul. Voilà. Alors, je ne sais pas où il est, mon film, là. Merci. Du coup, j'ai perdu ma conf. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en 5 jours, il apprend. Et puis, surtout, après, il va toujours aller libérer son congénère, même si on lui propose d'autres récompenses, comme du chocolat ou d'autres choses qu'il aime bien. Donc, la première chose qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce rat va libérer son congénère parce qu'il veut arrêter la détresse du rat qui est emprisonné? Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait, en libérant son congénère, il arrête aussi sa propre détresse face à la détresse de l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à dissocier et qui reste quand même un petit mystère, c'est qu'il y a toujours une perspective égoïste, c'est que je n'ai pas envie de souffrir en vous voyant souffrir et donc j'arrête ça. Mais ces auteurs proposent quand même que cette motivation émotionnelle d'ouvrir la cage où est enfermé le rat pourrait être l'homologue de l'empathie humaine qui conduit donc à des comportements prosociaux. Alors, comment on peut évaluer l'empathie maintenant chez l'homme? En fait, on utilise la même chose, c'est-à-dire la douleur, parce que comme je vous dis, ça engendre des comportements chez l'autre. Et on peut prendre une situation réelle dans la vie de tous les jours, qui est que si je me fais mal, s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi et qui m'observe, potentiellement, il va d'une part ressentir l'émotion que j'ai ressentie moi, la douleur, mais il va peut-être aussi avoir de l'empathie ou des comportements de sympathie pour éliminer un peu ma propre douleur. Et on essaye d'exporter ce genre de situation réelle au sein du laboratoire. Et donc au laboratoire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met devant un ordinateur et sur cet ordinateur, on va vous présenter des situations au cours desquelles il y a des gens qui expriment de la douleur ou en tout cas qui font penser à de la douleur. Alors, comment on fait? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des scanners, donc c'est ce qu'on fait. On vous met dans un scanner. Ça nous permet d'enregistrer l'activité de votre cerveau. Et pendant ce temps-là, on vous présente ce genre de film. Donc, on vous montre des situations où ça engendre chez certains des réactions plus importantes que d'autres. Et il y a des situations où on va provoquer un peu de douleur chez vous et d'autres situations où on va vous montrer quelqu'un d'autre ressentir de la douleur. Donc, soit c'est en vous montrant des stimuli comme ça, soit c'est en vous présentant des choses beaucoup plus abstraites, par exemple des flèches. Et avant de rentrer dans le scanner, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si c'est une flèche verte, c'est toi qui vas souffrir. Si c'est une flèche rose, c'est ton mari. Parce que souvent, dans ces expériences, on aime bien aussi faire venir les gens en couple pour voir comment ça se passe entre conjoints, selon la familiarité, etc. C'est un peu vrai.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, si on enregistre l'activité cérébrale pendant ces situations, qu'est-ce qu'on voit? Alors, là où ça s'active, ce n'est pas très important pour vous. Ce qui est important, c'est de voir que quand on ressent de la douleur, quand on est celui qui est dans le scanner, d'accord, on va ressentir de la douleur. C'est des régions en vert qui vont s'activer au niveau du cerveau. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a un recouvrement entre le vert et le rouge. C'est-à-dire que quand je ressens de la douleur, mais aussi quand je perçois l'autre ressentir de la douleur, je vais mettre en jeu un même système cérébral. Alors ici, on l'appelle la matrice de la douleur. Et on peut voir que le niveau d'activité au sein de ces régions est plus ou moins égal entre soi et autrui. Donc il y a une forme de partage entre je ressens la douleur et je vois la douleur chez autrui. Donc, la façon dont on interprète ça, c'est qu'on dit qu'on a des représentations partagées entre soi et l'autre, c'est-à-dire qu'une partie de l'expérience qui est observée chez l'autre est reproduite dans mon cerveau et conduit finalement à la même expérience. D'accord ? Je vous vois souffrir et du coup, je souffre. On a la même chose quand on observe une action, on va reproduire la même action. Et c'est la même chose avec le dégoût, par exemple, qui est une autre émotion qui se partage assez bien. On voit bien que quand on ressent du dégoût, quand on perçoit le dégoût chez l'autre, on a les mêmes régions. Alors, moi, ce que je voudrais défendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'empathie, ce n'est pas que de la contagion émotionnelle, justement. Ce n'est pas simplement ressentir la même chose, c'est aussi juste distinguer soi de l'autre et réguler ses propres émotions. Donc, il y a quand même un recouvrement, mais il n'est pas total entre soi et l'autre, et ça va dépendre de plusieurs facteurs que je voudrais vous présenter maintenant. La première chose, c'est qu'il y a des différences interindividuelles entre les gens et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités empathiques. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça va dépendre de beaucoup de facteurs sociaux qui sont, par exemple, les relations entre les groupes, les hiérarchies sociales, et ça va beaucoup influencer combien je vais avoir de réactions empathiques envers vous si vous souffrez. Alors, en fait, le recouvrement entre soi et autrui, il va finalement dépendre de combien on est similaire avec l'autre ou ce qu'on pense être similaire avec l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les nouveau-nés, par exemple, ici, il y a des gens qui ont enregistré la contagion du pleur chez les tout-petits. Ils ont 34 heures, donc ils viennent de naître. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, dès la naissance, les enfants sont capables, d'une part, de partager les émotions, puisque si on les met avec d'autres nouveau-nés qui pleurent, ils vont partager cette émotion et se mettre à pleurer aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas se mettre à pleurer avec n'importe qui. Si on leur met des nouveau-nés, ça marche, mais si on leur met un enfant de 5 mois qui pleure, ça ne marche plus. Pourquoi ? Ils ne sont pas similaires. Ils n'ont pas le même âge. Ce n'est pas les mêmes pleurs. Et ils ont aussi essayé en montrant des pleurs de bébés chimpanzés, mais ça ne marche pas non plus. Donc il y a une histoire de similarité entre soi et l'autre qui fait qu'on va partager plus ou moins et avoir plus ou moins d'empathie avec l'autre. Ça va dépendre aussi de si on est un homme ou une femme et quelle est l'expérience passée avec celui qu'on observe souffrir. Alors là, je vais commencer à être un peu plus désillusionniste et vous montrer que l'homme, c'est pas toujours très joli. D'accord ? Donc on va commencer par celle-là, mais après, il y en a d'autres qui sont encore moins sympas. Donc dans cette expérience-là, ce que Tania Singer a fait, c'est qu'elle a fait venir les gens au laboratoire et elle a commencé par leur faire jouer un jeu de compétition. Et dans cette compétition, il y a des gens qui vont être coopérants, tu me dis, qui vont coopérer et d'autres qui vont être en compétition. D'accord ? Donc ça, c'est un jeu de compétition. Il y a toujours des gens qui coopèrent et pas. Mais ce qu'elle a fait après, c'est qu'elle les a mis dans le scanner. Elle leur a montré ces personnes et elle leur a montré ces petites flèches en disant « ça, c'est lui qui souffre, ça, c'est vous qui souffrez ». D'accord ? Et ce qu'elle montre, c'est que chez les femmes, il y a cette réaction empathique, en tout cas ces activations de la matrice de la douleur, quelle que soit en fait quelle qu'a été l'attitude de la personne avant, pendant le jeu. Donc si la personne a été coopérante ou compétiteur, c'est pas grave, il y a une empathie envers la douleur de l'autre. Chez les hommes, c'est que si vous avez été coopérant. Sinon, il ne se passe rien, c'est inhibé. D'accord ? Donc ça, c'est une première différence entre les gens.
La deuxième, c'est votre niveau d'expérience. Donc, ce qui a été montré, c'est que les médecins qui sont très exposés justement à la douleur de l'autre vont être capables de réguler et du coup, en fait, leur évaluation subjective de la douleur de l'autre est placée beaucoup plus bas que l'évaluation subjective des autres personnes. Donc, ça veut dire que l'expérience, d'une certaine manière, va vous protéger. Mais l'amour, par contre, fait mal. Donc ça, c'est les activations cérébrales quand je vois l'autre souffrir. Et ce qu'on voit, c'est que si c'est un étranger, bon, il y a un peu d'activation, mais pas beaucoup. Par contre, si c'est mon conjoint, c'est pas mal. Si c'est moi, évidemment, c'est beaucoup plus. Mais bon, il y a une similarité entre moi et mon conjoint quand même. Et la dernière qui me fait jamais plaisir, mais je la présente quand même parce que c'est une réalité des choses, c'est que notre opinion sur autrui va beaucoup impacter sur combien on est empathique. Et ça, c'est une expérience qui a été réalisée encore par Jean de Séti. Et cette expérience est la suivante, c'est que c'est toujours la même chose. Vous êtes dans le scanner, je vous montre quelqu'un qui souffre et par contre, je vous raconte des histoires autour. Et donc là, l'histoire, c'est vous avez affaire à des gens qui ont le sida. Et une partie des gens sont présentés comme ayant le sida parce qu'ils ont eu une transfusion sanguine et une autre partie des gens sont présentés parce qu'ils avaient un passé historique de drogués. Et ce qu'on montre, c'est que plus on a une opinion forte sur cette personne s'est droguée, tant pis pour lui, et moins on va activer ce système d'empathie pour la douleur quand on perçoit cette personne présentée comme ayant eu... Voilà, donc ça, c'est pas un côté... très mirobolant de la nature humaine, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, j'ai décidé de vous parler un petit peu de football, parce que c'est un peu d'actualité en ce moment. Alors, je sais que ce n'est pas la Jamaïque, mais j'ai pris cette photo parce que c'est du rouge et qu'il fallait que je présente 3 minutes. Le bleu et le rouge. Et donc, votre sentiment, enfin, votre capacité d'empathie va dépendre de votre sentiment d'appartenance à un groupe. Alors, on va prendre un exemple. Ici, on peut diviser cette salle en deux. Les gens qui vont supporter la France et puis ceux qui vont supporter la Jamaïque, d'accord ? Et puis, on va vous mettre dans l'IRM et on va vous dire, voilà, parfois c'est vous qui allez ressentir la douleur et parfois c'est l'autre. Et vous avez 3 choix. Quand c'est l'autre, vous avez le choix de l'aider, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix de partager sa douleur, d'accord ? Vous avez le choix de regarder un match de foot et vous avez le choix de regarder l'autre souffrir. On y va ? Vous voulez voir les résultats ? Alors, je vais cacher ça, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, quand même, on a une propension à vouloir aider l'autre et on va aller partager la douleur de l'autre en prenant la moitié. C'est quand même plus pour mon groupe que pour le groupe de l'autre. C'est le même taux pour regarder le foot, mais par contre, regarder l'autre souffrir, c'est beaucoup plus grand quand il s'agit d'aller regarder souffrir quelqu'un qui n'appartient pas à mon groupe. D'accord ? Et si on regarde ce qui se passe dans le cerveau, c'est un peu pareil, il y a une grande différence. On est beaucoup plus d'empathie pour des gens qui sont dans mon groupe que dans le groupe adverse. Alors, juste un petit résumé pour vous dire, c'est que l'empathie, donc, ça n'implique pas seulement une réponse affective qui est déclenchée par l'émotion d'autrui, mais il y a clairement une distinction entre soi et l'autre, et puis une capacité à réguler cette contagion émotionnelle, et ça nous permet d'une certaine manière de comprendre l'état psychologique de l'autre. Mais il faut savoir que ce n'est pas un processus automatique et qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont aller moduler notre réaction empathique à l'autre, et notamment des facteurs sociaux comme notre appartenance au groupe. Est-ce que j'ai 1 minute de plus ? Alors, il y a une dernière étude dont je voudrais vous parler parce qu'elle est un peu plus sympa pour la nature humaine quand même, parce qu'il faut finir par une note positive. C'est une grande question, c'est est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on n'a jamais éprouvé ? Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Alors, il y a Nicolas Denzinger qui travaille ici à l'hôpital de la Salpêtrière qui a trouvé un moyen de poser cette question. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des patients qui ont une insensibilité congénitale à la douleur, c'est-à-dire que leurs fibres de douleur n'ont jamais marché, donc ils n'ont jamais ressenti de douleur. D'ailleurs, c'est un problème grave parce que du coup, ils ne ressentent pas le danger, d'accord ? Donc, c'est très important. Et il s'est dit, est-ce que ces gens sont capables d'avoir de l'empathie pour la douleur de l'autre s'ils n'ont jamais ressenti ça, parce que c'est congénital, donc ça arrive à la naissance.
Et ce qu'il a montré, c'est qu'effectivement, ces gens étaient capables d'aller activer notre matrice de la douleur, sauf qu'ils vont passer par une stratégie différente, qui est une stratégie non pas de contagion émotionnelle qu'on a de façon un peu automatique, mais ils vont aller faire un raisonnement sur la situation pour aller activer cette matrice de la douleur. Donc ça veut dire quand même que ce qui importe pour comprendre le sentiment d'autrui, c'est pas forcément d'avoir vécu la même expérience, mais c'est d'être capable d'imaginer ce que serait de la vivre. Voilà, je vous remercie. Tout d'abord, merci pour votre exposé. En fait, l'empathie, c'est extrêmement à la mode dans les entreprises. On vous met des notes, on vous fait faire des tests, et puis on vous dit, bon, vous avez le niveau 2, niveau 5, personne n'y arrive jamais. Donc vous avez le niveau 1. Enfin bon. Et est-ce que ça se rééduque? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut changer de niveau? Alors, donc, comme je vous ai expliqué, je ne travaille pas spécifiquement sur l'empathie, mais il y a deux personnes qui travaillent dessus beaucoup, c'est Jean de Setti et Tania Singer en Allemagne. Et Tania Singer travaille depuis de nombreuses années avec le Dalai Lama et surtout, elle est en train de mettre en place en fait, tout un système pour voir si l'empathie est plastique. Est-ce qu'on peut changer les niveaux d'empathie des gens et comment. Et donc, je pense que c'est un travail de longue haleine pour aller le démontrer correctement, mais elle s'est lancée là-dedans, ce que je trouve assez courageux. Donc, réponse dans 5 ans? Non, mais ça veut dire qu'elle parle peu. Oui, bien sûr. Oui, j'ai justement une question qui suit par rapport au Dalai Lama, puisque vous parlez du bouddhisme et de la notion de compassion et d'empathie, en fait, puisque c'est une on va dire, chose qui leur tient à cœur. Est-ce que dans cette notion d'empathie, vous tenez compte de la compassion et est-ce que c'est votre partie sympathique, vous disiez tout à l'heure? Oui, je pense que la sympathie et la compassion pourraient être le niveau l'empathie va mener à la compassion et à la sympathie. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les papiers de ces gens-là. D'accord. Et il parlait aussi de la notion d'équanimité dans ce travail de... Vous allez me poser une colle, là. Ah bon. Désolée. Je voudrais demander, est-ce que c'est quelque chose qui est pareil chez tous les êtres vivants ou ça dépend des personnalités, par exemple? Non, il y a des très grandes variations interindividuelles. Ouais, c'est ça. Donc, je ne vous ai pas montré ces cours parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt les facteurs sociaux de groupe. Mais ce qu'on sait... Alors, après, ça dépend quelle mesure on utilise. C'est-à-dire qu'il y a ces histoires de... si on croit dans les questionnaires, d'accord, moi, j'ai toujours un doute. C'est-à-dire, je crois que je préfère des tâches un peu plus expérimentales. Mais si on pense que les questionnaires nous donnent une vraie connaissance de l'empathie des gens, il y a des gens comme Baron Cohen qui ont montré que en fait, il y a une distribution au sein de la population normale très grande, mais surtout que les hommes et les femmes, ça fait 2 courbes comme ça qui se croisent. D'accord ? Donc après, on peut être n'importe où, j'ai envie de dire, sur ce paramètre-là interindividuel. Mais il y a des très grandes différences. Après, il y a la pathologie, mais même au sein de la population normale, il y a des très grandes différences. Tu as une question, Thomas ? Gaël ? Thomas, vas-y. Une question d'une petite fille de 8 ans aussi. Est-ce que l'empathie, ça a à voir avec le caractère? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que le caractère peut être défini comme l'empathie? Ça peut être un des traits de la personnalité, donc une partie du caractère peut-être. L'empathie, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une liaison entre la faculté d'apprentissage, comme beaucoup d'enseignements passent en fait par du contact direct, du coup il fallait y avoir... Enfin, je me demande s'il y a une possibilité qu'il y ait une relation en fait entre la capacité d'un individu de suivre avec plus d'intensité les expériences, quelles qu'elles soient, soient-elles de nature théorique ou de nature pratique, comme la douleur. S'il y a dans ce sens-là une liaison, je ne sais pas si j'ai très bien entendu. S'il y a une relation entre... l'empathie et la faculté d'apprentissage. D'apprentissage de n'importe quoi ou... Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, donc, tout à l'heure, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans la littérature, c'est qu'il y a 2 façons d'arriver à cette... Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a 2 façons d'arriver à cette matrice de la douleur.
Il y a une façon qui est plus par la contagion émotionnelle, qui est quelque chose d'assez automatique. Et puis, je vous ai dit, chez ces patients qui ont une insensibilité à la douleur, ils vont passer par de l'inférence, du raisonnement. D'accord ? Mais ce qu'on sait, c'est que même chez les sujets de tous les jours, il y a cette possibilité aussi. Donc, par exemple, si je vous montre des flèches, c'est par cette capacité de raisonnement que vous allez activer cette histoire de cette matrice de la douleur, où on peut dire au théâtre, ou quand on regarde un livre, ou des choses comme ça, c'est par... Alors après, moi je me dis, effectivement, il y a une possibilité d'apprentissage potentiellement, peut-être avec l'un ou l'autre de ces systèmes. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en cours de... Mais quel est le lien de l'apprentissage? En général, je ne sais pas si je peux répondre à ça. C'était plutôt lié à l'apprentissage en général, étant donné que, il y a quand même une transmission plus directe par l'apprentissage, disons vertical, comme si on lit pas un livre, il y a quand même plus de faculté de retenir, mais ça peut être pas grand-chose à voir du coup. Désolée.